Adeika, qui est eau et assainissement, nous parlera de son regard. Je prie les participants de bien vouloir garder leur micro fermé. Et donc, je disais tantôt que M. Adeika, qui est un acteur de la société, nous parlera de son regard sur les évolutions, le financement dans le secteur eau, hygiène et assainissement. Et ensuite, Mme Traoré, qui est spécialiste WASH au niveau de l'UNICEF, nous dira, notamment au New Reporter, comment est-ce qu'ils peuvent agir pour améliorer la question de l'eau, hygiène et assainissement dans leurs communautés respectives. Et dans un deuxième temps, alors, nous aurons la phase des échanges avec les participants. Et donc, je vais inviter M. Mohamed Aboubakari, spécialiste finances publiques à la section politique sociale de l'UNICEF, pour la présentation de la note. Merci. M. Aboubakari, à vous. M. Aboubakari. Toutes mes excuses, mon micro était fermé et j'étais en train de vous demander si vous voyez mon écran. Non. Vous ne voyez pas mon écran? Pas encore, non. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. J'avais partagé mon écran, mais là maintenant, je ne sais pas pourquoi le partage ne passe pas. Madame Pamela, si vous avez la présentation, vous pouvez partager. Ok, je t'envoie la présentation. En attendant, il y a des mains levées. Ok, j'ai envoyé la présentation. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame Pamela? Je ne l'ai toujours pas reçu, donc... C'est bon maintenant.
certains ont levé la main, mais ils peuvent mettre des messages par écrit pour qu'on puisse voir si... Je pense qu'il serait plus indiqué de mettre les préoccupations dans le chat pour qu'on puisse les voir, parce que tout le monde ne peut pas parler au même moment. J'essaie de télécharger la connexion, c'est ça. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous reçoit, monsieur. Oui, on vous reçoit. Oui, mais je ne vois pas la présentation partagée. Il y avait un souci de téléchargement. Bon, peut-être que je... On peut démarrer en attendant qu'on nous présente la présentation. Est-ce que vous la voyez maintenant? Oui. Oui. Oui, on voit ça. Ok, merci. Alors, comme on a perdu un peu du temps, je vais aller un peu très vite. Je suis Mohamed Aboubakari, spécialiste politique sociale en charge des finances publiques au bureau UNICEF donc, de Cotonou. Alors, cette présentation va se faire suivant le plan que vous avez là, en dehors de l'introduction de la communication. On va voir rapidement les raisons d'investir dans l'eau, l'hygiène, l'assainissement, les politiques et stratégies. Là, je vais passer rapidement là-dessus parce qu'il y a des acteurs du ministère qui peuvent peut-être donner plus de précisions sur ces politiques et stratégies. Le cadre institutionnel aussi, je vais passer rapidement. Je présenterai quelques acteurs. Je vais m'étendre un peu plus sur les questions donc, de l'évolution du budget, de la décentralisation de l'équité dans le secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Alors, comme vous le voyez là, l'eau est très indispensable. On ne peut pas vivre sans l'eau. Donc, toutes les activités en dehors donc, du fait que l'eau est un aliment, je peux parler ainsi, et toutes les activités humaines que nous faisons ont besoin donc, de l'eau, qui est une ressource vraiment rare et puis limitée. Donc, la santé de tout un chacun dépend donc de sa possibilité à avoir donc de l'eau pour donc les différents besoins. Alors, en plus donc de l'eau, l'hygiène et l'assainissement de base est également indispensable, un facteur important donc pour le développement durable. Et on l'a vu pendant la COVID, l'un des moyens de se protéger donc contre cette pandémie, c'était le travail donc des mains avec l'eau. Et en dehors donc de la COVID, il y a plusieurs maladies que nous évitons. Je suis sûrement que ma collègue Mariam va revenir là-dessus, tout simplement en ayant un certain nombre de comportements, aussi bien donc d'hygiène et d'assainissement. Donc, le Bénin s'est engagé donc à atteindre l'accès universel à l'eau potable en 2024 avec des services d'hygiène et d'assainissement donc de base gérés de façon durable. Et le gouvernement a fait également beaucoup d'efforts avec l'appui de ses partenaires pour l'accès des populations à l'eau et aux services d'hygiène et d'assainissement. Mais des défis persistent, comme vous allez voir à travers quelques indicateurs que je vais présenter, et qui font que tous les acteurs doivent pouvoir plaider pour que les autorités travaillent à faire en sorte que les populations aient accès aux services d'hygiène donc, et d'assainissement. Alors, il faut investir dans ce domaine-là parce que il y a un fort lien entre donc l'hygiène et l'assainissement de base et plusieurs ODD. On en dénombre pratiquement 10. Je vais citer donc quelques-uns. L'ODD 2 sur la faim zéro. Donc, la faim, il faut forcément faire en sorte que avoir de l'eau, donc qui fait partie de l'alimentation. L'ODD 3, la santé. L'ODD 4, les enfants, l'école doit pouvoir bénéficier donc de l'eau. Et donc, si la question de l'hygiène et l'assainissement de base n'est pas réglée, ces 10 ODD-là, leur réalisation sera vraiment compromise. En termes donc d'évidence, il révèle qu'un accès insuffisant
au service d'hygiène et d'assainissement de base concourt à la propagation de plusieurs maladies qui sont évitables à travers le monde. En 2002, on a enregistré 1,6 million de décès dans le monde. Et puis, ces décès-là sont beaucoup plus enregistrés au niveau donc, des enfants. Nous avons réalisé, comment on appelle, une analyse du retour sur investissement dans le secteur de l'hygiène et de l'assainissement de base en milieu rural. Et les résultats montrent que, en matière donc, de soins de santé, le mauvais assainissement amène les gens à l'hôpital, amène les gens à être malades, à aller se faire soigner. Et cela fait dépenser près de 55 milliards de francs CFA, soit pratiquement 1% du produit intérieur brut donc, de notre pays. De la même manière, les pertes liées à la défécation à l'air libre se chiffrent à 17 milliards de francs CFA par an. Et vous savez que la défécation à l'air libre a beaucoup de conséquences, comme par exemple, cela agit sur la qualité donc, de l'eau. Les autres collègues vont revenir sur ces aspects-là. Les décès qui sont liés donc, à l'inaction en matière d'hygiène et d'assainissement de base. Donc, si on ne fait rien, on va enregistrer près de 100 000 décès donc, chaque année, avec près de 40 000 enfants et 27 000 femmes. Alors, le gouvernement, pour faire en sorte que toutes les populations aient accès à l'eau et aux services d'hygiène et d'assainissement de base, s'est doté d'un certain nombre de politiques et de stratégies. Il y a le plan national de développement qui prend en compte ces questions. Il y a une politique nationale de l'eau. Il y a une loi portant sur l'hygiène publique. Il y a une stratégie d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Il y a une stratégie aussi en matière d'hygiène et d'assainissement de base, qui est la stratégie nationale de promotion de l'hygiène et de l'assainissement de base en milieu rural. Comme je le disais, je les situe à volonté, les collègues pourraient revenir là-dessus. Par rapport au cadre institutionnel, nous avons plusieurs ministères donc, qui interviennent. Nous avons le ministère de l'eau et des mines, nous avons le ministère de la Santé, et nous avons le ministère donc, du cadre de vie qui est chargé du développement durable. Et ces ministères sont accompagnés par un certain nombre d'agences qui ont été mis en place donc, par le gouvernement pour montrer un peu l'intérêt du gouvernement sur ces questions-là. Il y a l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Il y a l'Agence nationale des soins de santé primaire qui intègre la promotion donc, de l'hygiène et de l'assainissement de base. Il y a l'Agence du cadre de vie pour le développement du territoire. Il y a la Société nationale des eaux du Bénin, que vous connaissez bien, la SONEB, qui est pour la captation, le transfert, le traitement, la distribution donc, de l'eau potable, ainsi que quelques interventions en matière d'évacuation des eaux usées en milieu urbain. Donc voilà un peu le cadre institutionnel. Alors je reviens à quelques indicateurs. Alors vous allez voir ici, en bleu, c'est l'utilisation donc des sources d'eau et améliorée. Vous voyez, on est passé en 2014 de 72% donc des ménages qui bénéficient et qui utilisent donc les sources d'eau améliorées à 77%. Donc ça montre les efforts qui ont été faits sur cette période-là. En matière donc d'utilisation des toilettes améliorées, on est passé de 13% donc de la population à 41%. Et en matière donc de disponibilité et d'installation de lavage des mains à l'eau et savon, on est passé de 8% à 7%. Alors, malgré ces chiffres-là, on a une personne sur 5 qui n'a toujours pas accès à l'eau et une personne sur 5 qui n'a pas accès au dispositif de lavage donc, des mains. De la même manière, et quand on prend la défécation à l'air libre dont j'ai parlé tout à l'heure et qu'on compare la situation du Bénin avec les pays de la CEDEAO, vous voyez le Bénin ici, il y a encore 48% de la population qui pratique la défécation à l'air libre. Et vous voyez, le Bénin, dans la CEDEAO, fait partie des derniers pays qui ont un taux élevé de pourcentage de population donc, qui pratique toujours la défécation à l'air libre. En matière d'installation donc, de lavage des mains, on a les pays comme le Sénégal qui sont à 57%, alors que le Bénin est encore à 17%. Ce qui montre que les efforts qui ont été faits doivent être donc augmentés, améliorés, poursuivis. En matière de budget, vous voyez en bleu ici, on voit que le budget alloué à l'eau, l'hygiène et l'assainissement est passé pratiquement de 30 milliards à 160 milliards. Donc, ça fait pratiquement multiplié par 6. Pratiquement. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et donc, la part de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement dans le budget de l'État est passée de 21% à 6,8%. Donc, il y a donc effectivement des efforts qui ont été faits.
Et si je reviens à l'eau, à l'hygiène et l'assainissement de base en particulier, les pays africains ont décidé d'allouer 0,5% de leur PIB à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. On constate que le Bénin a atteint 0,7% en 2023. Et donc, ce qui fait que la déclaration qui a été faite au Sénégal, le Bénin respecte cela. Mais ça, c'est en matière d'allocation du budget. Il reste à voir vraiment en matière d'exécution donc réelle. Alors, si on regarde l'analyse donc désagrégée donc de ce budget, on constate qu'entre 2018 et 2023, seulement un seul projet touche les communes rurales du pays pour un montant de 1,2 milliard de francs CFA. Et le FADEC, qui a permis de transférer chaque année 1 milliard de francs CFA, soit au total 2,2 milliards de francs CFA, qui représente 2,8% du budget qui va à l'hygiène et l'assainissement. Ça veut dire que la part donc, du budget qui va à l'hygiène et l'assainissement de base est vraiment encore faible. Ce qui fait que pour atteindre l'ODD 6, on a besoin de 105 milliards par an, alors qu'entre 2017 et 2020, donc sur une période de 5 ans, le gouvernement a dépensé 103 milliards en 5 ans, alors qu'on a besoin de dépenser 105 milliards en une année. Ça veut dire qu'en matière d'hygiène et d'assainissement de base, il y a des efforts à faire, et en particulier l'hygiène et l'assainissement de base. Et lorsqu'on regarde la contribution des 3 ministères, on constate que le ministère qui contribue le plus, c'est le ministère de l'énergie et des mines. Bon, c'est devenu ministère de l'énergie, de l'eau et des mines, donc je vais actualiser là. Le second ministère, c'est le ministère du cadre de vie. Et le ministère de la Santé, qui doit jouer un rôle très important dans les questions d'hygiène et de promotion donc, de l'assainissement, n'a même pas atteint 1% de contribution. Et c'est là, donc, l'un des plaidoyers que nous devons faire ensemble et tous les acteurs. Nous constatons, si vous regardez le graphique qui est en bas, nous constatons que la part de l'hygiène et de l'assainissement est en train de s'accroître. Donc, on est passé de 20% à 48,7%, donc 49%. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'effort à faire, c'est qu'après tous les travaux qui sont en train de faire en milieu urbain et périurbain, il faut vraiment investir en milieu rural. Alors, lorsqu'on regarde en matière de décentralisation et d'équité, par rapport à l'approvisionnement en eau, on constate que la moyenne est 72,2% au niveau national, et on a encore les communes comme la Libori, la Takora, le Borgou, le Koufo et la Donga, donc 5 départements qui ont des taux qui sont inférieurs à la moyenne nationale. La même chose pour l'hygiène et l'assainissement de base. On a 8 départements qui ont donc des taux de services d'approvisionnement, de services d'assainissement de base qui est en dessous de la moyenne nationale. Et si on prend les questions d'hygiène, on constate qu'il y a 7 départements, y compris le littoral, donc, qui est donc un des départements phares, mais qui est en dessous de la moyenne nationale. Alors, lorsque vous regardez ce graphique-là, il a permis de mettre en perspective la dotation budgétaire qui est en bleu ici, et bon, on a mis d'autres couleurs après, et la population de chacun des départements. Et en rouge ici, vous avez le taux de décès en eau, donc la proportion donc, de population qui a accès à l'eau dans les différents départements. Alors, pour gagner du temps, je vais vous donner un exemple. Regardez le département de l'Atlantique, qui est le département le plus peuplé, avec pratiquement 1,8 million d'habitants. Il reçoit 2 milliards de transferts donc, pour les questions d'hygiène et d'assainissement de base, alors qu'un département comme le Borgou, qui a 1,5 million comme population, donc l'Atlantique c'est 1,7, alors le Borgou reçoit pratiquement 7 milliards et le Borgou a un taux de décès qui est plus élevé que l'Atlantique. Donc, il y a une certaine inéquité que l'on observe là. Normalement, les départements qui ont le plus
besoin de ressources, c'est ceux qui ont plus de population avec un faible taux donc, de décès en eau potable. Ce qui est le cas, par exemple, pour l'Ouémé. Donc, pour l'Ouémé, c'est normal que l'Ouémé ait vraiment une bonne dotation parce que son taux est plus faible et la population au niveau de l'Ouémé est quand même une population importante. Donc, en lisant donc, ce graphique, on peut voir qu'il y a des disparités qui persistent donc encore. Alors, pour conclure ma présentation, on va noter que le gouvernement a fait des efforts en matière d'allocation de budget. On a vu que le budget a été multiplié pratiquement par 6. Et donc, il faut que cela se poursuive. On a constaté que les services d'hygiène et d'assainissement de base, services d'hygiène et de base en milieu rural est vraiment assez faible. Donc, on propose qu'il faut mettre en place un programme d'hygiène et d'assainissement de base spécialement pour les milieux ruraux, comme par exemple, il y a un programme spécial pour les milieux urbains, à savoir l'asphaltage. Mais quand on parle d'hygiène et d'assainissement de base, ça va au-delà, donc de là, ça va à la promotion de l'hygiène et de l'assainissement de base, ça va aux questions de toilettes, et ça va donc à l'assainissement de l'environnement, ainsi de suite. Il y a aussi la poursuite donc, de l'effort d'allocation au profit de l'hygiène et de l'assainissement de base pour assurer donc l'atteinte de l'ODD6. On a vu qu'il y a un cap pour atteindre l'ODD6 de plusieurs milliards par an et qu'il faut combler cela. Le dernier message, c'est que le gouvernement a beaucoup investi dans l'eau, dans les ouvrages donc, de traitement de vidange, mais il faut ajouter à cela, pour qu'il y ait plus d'impact, la question de l'hygiène et de l'assainissement de base, notamment l'arrêt de la défécation à l'air libre et l'utilisation donc des latrines dont la promotion est en train d'être faite. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de m'avoir porté une oreille attentive. À vous, Pamela, j'ai fini avec ma présentation. Très bien, merci M. Aboubakari. Vous nous avez grignoté quelques minutes. On va essayer de rattraper. Donc, à travers cette présentation, on aurait compris l'évolution du financement dans le secteur de l'eau, hygiène, de l'assainissement sur les dernières années, mais également le cadre institutionnel aujourd'hui qui gouverne le secteur de l'eau, hygiène et assainissement. Et parlant de ce cadre, nous avons avec nous M. Adam Lao, Bonaventure de la DGO, qui va nous parler aujourd'hui de ce cadre institutionnel et de ce que la DGO fait en matière d'accès à l'eau au Bénin. Donc, Monsieur Aboubakar, vous permettez, je vais partager la communication. Oui, je vais arrêter mon partage. D'accord. Okay. Celle de Monsieur Adam Lao. OK, c'est bon. Très bien, merci. Donc, Monsieur Oui, madame. Je vous donne donc la parole. J'espère que tout le monde voit mon écran. Pas encore. Pourtant, c'est partagé. Ça vient maintenant. D'accord. Bon. Très bien. Donc, je mets en mode diaporama et on pourra y aller. Voilà. Donc, vous avez 10 minutes pour nous parler aujourd'hui du cadre institutionnel de ce que la DGO fait en matière d'eau aujourd'hui au Bénin. D'accord, merci beaucoup, madame. Moi, c'est Adam Lao, bienvenue. Je suis le chef service de politique et de stratégie à la Direction générale de l'eau. Je suis chargé de vous présenter un peu les avancées que nous avons faites en matière de GIE au Bénin. Et cela va se faire suivant le plan que vous voyez. Il y a l'introduction, les objectifs et enjeux de la GIE, l'articulation de cette GIE par rapport au PAG, les réformes dans le secteur de l'eau, les documents d'orientation, les avancées dans la GIE, les perspectives et bien sûr une conclusion à la fin. Alors, c'est quoi la GIE? Je crois que c'est ce processus pour lequel notre pays a opté depuis 1998, c'est-à-dire la bonne gestion de l'eau. Madame, vous me suivez? Très bien, je vous suis. Oui, les diapos ne suivent pas. Ah, ok, d'accord. Ou bien c'est moi-même qui devais le faire ici? Non, non, allez-y, je comprends. Non, c'est bon, allez-y. Mettez le mot diapo aussi.
C'est bon? Je peux continuer? Oui, oui, allez-y. OK. Donc, nous avons, je viens de parler de l'AGIR, qui est un mode de gestion pour lequel notre pays a opté depuis 1998. Et pour ce processus, l'objectif en réalité, c'est d'atteindre un équilibre, d'une part, pour l'utilisation de l'eau en tant que fondement pour la subsistance d'une population mondiale en plein essor. Et les enjeux au niveau de l'AGIR, c'est de garantir l'eau pour les populations et les activités, ainsi que les activités de production. Protéger les écosystèmes végétaux. C'est aussi ça les enjeux de l'AGIR. Allô? Oui, oui, on vous entend, monsieur. Alors, allez-y. OK, gérer la variabilité spatio-temporelle et les risques. Sensibiliser l'opinion publique et stimuler aussi la volonté. Alors, par rapport à ça, au niveau du PAG, nous pouvons voir qu'au niveau du pilier numéro 3, c'est écrit accroître durablement le bien-être social des populations. Au niveau de son axe 6, nous avons le renforcement des services sociaux de base et protection sociale. Et c'est l'action 3 qui met l'AGIR là au point vraiment. Il s'agit du renforcement de l'AGIR et la mise en place des infrastructures hydrauliques structurantes et multifonctions en vue de l'amélioration de la disponibilité et de la répartition des ressources en eau. Alors, qu'est-ce qui est fait? Comme synthèse au niveau du PAG2, nous avons 3 grands volets. Nous avons l'appui à l'AGIR et à la gouvernance du secteur de l'eau, la promotion des infrastructures et des investissements privés pour l'eau productive. Nous avons aussi au 3e point la résilience au changement climatique dans le secteur de l'eau. Et il y a des participants qui ont laissé leur micro ouvert là. Je peux poursuivre? Bien sûr, vous pouvez y aller. OK. Pour la mise en œuvre, ça sera en 3 points. Nous avons le cadre politique et juridique qui doit être favorable à ce niveau processus. Nous avons le cadre institutionnel et les instruments et outils de gestion. Alors, depuis le démarrage en 1998, c'est-à-dire depuis que notre pays a opté pour ce processus, le Bénin a d'abord élaboré la vision pour 2025 en matière de GIR. Nous avons un document de politique nationale de l'eau. Il y a eu en 2010 la loi portant gestion de l'eau. Et de 2015, nous avons un document de planification PAN-GIR qui a commencé par être élaboré, puis c'est séquencé en 3 phases de 5 ans, 5 ans. Donc, depuis 2011 à 2023 que nous avons déjà élaboré la 2e phase, qui est la phase 3. Alors, si je dois aller pour la mise en œuvre actuellement, je viens de parler de la loi portant gestion de l'eau. De cette loi, nous avons eu 21 décrets déjà que nous avons pu prendre toujours pour améliorer, pour la meilleure mise en place. Dans la haut, votre communication ne défile pas. Hein. C'est ça que je disais à Madame Antan. Puisque c'est elle qui l'a présenté, c'est elle qui doit le faire. Passez en mode diapo et puis évoluer. OK. Donc, moi-même, je partage alors mon diapo avec vous. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. C'est bon? Voilà. Donc, je poursuis. Donc, je disais qu'on a 21 décrets et 16 projets de décrets qui ont été pris par rapport à la loi portant gestion de l'eau, 18 arrêtés et 19 projets d'arrêtés. Vous allez constater que ces derniers mois, il y a le début d'application des tests en matière de redevances. Des arrêtés ont été pris pour permettre à ceux qui réalisent des forages privés à but lucratif de pouvoir commencer par payer des redevances au niveau de la caisse de l'État, puisque la ressource utilisée nous appartient à tous. Et en dehors de ça, il y a des organes de concertation qui sont mis en place, puisque c'est ça l'AGIR. Il faut concerter tout le monde, il faut que ça soit participatif. Donc, au niveau national, nous avons le Conseil national de l'eau qui est déjà créé depuis 2013. Nous avons le comité interministériel de l'eau créé en 2015. Et la NBBH, qui est l'Agence nationale des barrages et des bassins hydrographiques, qui sera créée d'ici là, puisque
les dispositions sont en train d'être prises déjà. Les organes J, au niveau de bassin et sous-bassin, nous avons les comités de bassin. Au niveau de notre pays, nous savons que nous avons 4 bassins, 4 grands bassins. Il y a le bassin de l'Ouémé, le bassin du Niger, le bassin du Mono et le bassin de la Volta. Donc, nous avons déjà le comité du bassin de l'Ouémé qui est déjà créé et celui du Mono aussi qui est en cours. Comme sous-comité, sinon comme comité de sous-bassin, nous avons ces comités au niveau du sous-bassin de la Pandjari, du Mekou, de Kéran et de Binao. Il y a aussi des comités de locaux, les comités locaux de gestion de l'eau que nous avons aussi installés un peu partout. C'est bon maintenant? D'accord, ok. C'est bon avec. Nous avons, en matière de connaissance et suivi des ressources en eau, 60 stations hydrométriques réparties dans les 4 ensembles hydrographiques du Bénin pour le suivi des ressources en eau. Nous avons le suivi aussi des eaux souterraines, une centaine de piézomètres répartis. S'il vous plaît, est-ce que je continue ou bien j'arrête? Continuez, monsieur, on vous suit très bien. Mais j'ai des voix qui me perturbent. Alors, le suivi de la qualité des eaux naturelles, nous avons la réhabilitation du laboratoire de la DGO qui a été fait en 2021. Et il y a une étude en cours actuellement pour la mise en place d'un réseau de surveillance de la qualité des eaux naturelles. En ce qui concerne les usages et régulations, en lien avec l'application de la réglementation et la régulation, on a l'inventaire des usages qui a été fait aussi. Nous avons l'inventaire des ouvrages, c'est-à-dire des forages qui sont réalisés par-ci, par-là. Les usagers à travers nos services déconcentrés qui sont dans les départements. On a aussi le système d'alerte précoce qui permet de prévenir les situations d'inondation dans les différentes localités aussi. Tout ça aussi, c'est par rapport au suivi des usagers. Alors, pour la planification et la mobilisation des ressources au Bénin, nous avons le PANJ, le document dont je viens de vous parler, qui est un document séquencé sur 3 ans, le plan d'action national de la gestion intégrée des ressources en eau. La phase 3 a été réalisée déjà, a été élaborée déjà cette année. Donc, c'est la dernière phase. Et après ça, normalement, c'est la programmation pour ce qui concerne la GIE. Le SDAGE, qui est le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, c'est un document aussi de planification. Le SDAGE de l'OME a été déjà réalisé en 2015. Nous avons la réalisation des SDAGE du bassin de la Volta et du Niger qui sont en cours, qui ont déjà démarré. Et pour ce qui concerne l'actualisation du SDAGE de l'OME et l'élaboration du celui de Mono, ça va démarrer en 2024. Toujours comme document de planification, nous avons le plan Delta qui a été réalisé en 2021. Nous avons aussi les schémas d'aménagement au niveau des sous-bassins aussi. Il y en a pour la Pandjari et la Mekou. Alors, pour la mobilisation des ressources en eau de surface, nous avons la construction, c'est-à-dire ce qui est planifié, la construction planifiée de petits et moyens barrages dans les bassins de l'Ouémé, du Niger et de la Volta. Nous avons la construction du grand barrage d'Ogobis, dont les études sont en cours aussi. Bon, là, il y a une projection qui est faite sur le PANJ. Le PANJ, c'est un document séquencé en 3 phases, c'est un document programmatique. Le fondement du PANJ, c'est l'article 30 de la loi sur l'eau. Et les principes, c'est la décentralisation, la gestion intersectorielle, la gestion par bassin, la gestion participative et la subsidiarité. Alors là, vous avez un diagramme qui présente quand même, en matière de J, selon l'ODD 6.5, ce qui est fait. Nous avons en 2021 atteint 67% et en 2022, nous sommes à 75% de taux de réalisation. Il faut rappeler que l'objectif de l'ODD est de 80%. Donc, malgré les différents efforts qui sont faits à travers la mise en place des organes G, de suivi de la ressource en eau, des documents de planification, nous n'avons pas encore pu atteindre l'objectif. Alors, en perspective, c'est la création de l'Agence nationale de bassins et de barrages hydrographiques. Et c'est dans ce cadre que les différents schémas directeurs d'aménagement des 4 grands bassins du Bénin sont en cours d'élaboration.
Nous avons l'aménagement et la valorisation aussi de 100 forages artésiens. Vous allez constater qu'on avait des forages artésiens un peu partout le long de nos routes qui débitaient de l'eau dans la nature. Donc, ces forages seront aménagés pour éviter les pertes de ressources en eau souterraine. La dématérialisation de la procédure d'autorisation et de la déclaration des installations. Ça, c'est en ce qui concerne ceux qui vont réaliser les forages très prochainement, qui en ligne pourront faire leur déclaration ou bien demander des autorisations pour la réalisation de ces ouvrages. Alors, nous avons la réforme du Conseil national de l'eau, j'en avais cité comme organe national de l'énergie. Donc, cet organe est un peu comme le Parlement de l'eau, ça réunit pratiquement tous les acteurs de l'eau, tous ceux qui interviennent dans le secteur de l'eau. Il y a une réforme en cours par rapport à ça. Donc, ça a été introduit, un décret a été introduit par rapport à ça. Le suivi de la mise en œuvre de du PANJ 3, qui est un document programmatique devant orienter le secteur de l'eau. La réalisation de 11 petits barrages à but multiple pour améliorer les conditions de mobilisation des ressources en eau. L'amélioration de la surveillance des ressources en eau. Donc, voilà un peu ce que nous avons en perspective pour les années à venir. Alors, en conclusion, l'AGI est en plein essor au Bénin. Ça, nous l'avons constaté à travers ce qui a été présenté maintenant. Les organes qui sont en train d'être mis en place, le cadre institutionnel et juridique qui est en train d'être renforcé aussi, le développement des activités de connaissance, de suivi des ressources en eau et de suivi des usages, la planification et la mobilisation des ressources en eau. Beaucoup de défis restent encore à relever et nécessitent la participation de nous tous, à travers surtout aussi ce que Social Water est en train de faire, qui est très, très, très bon aussi. Donc, voilà ce que je peux vous dire en conclusion. Des efforts sont faits, mais beaucoup reste encore à faire. Je vous remercie beaucoup pour votre bienveillante attention. Merci beaucoup. Très bien, merci Monsieur Adam Laro. À travers votre présentation, nous comprenons les orientations en matière d'accès à l'eau aujourd'hui au Bénin et notamment de la gestion intégrée des ressources en eau afin de pouvoir veiller à ce que l'eau soit disponible aussi bien pour les activités humaines que pour les populations. Alors, je vais inviter à présent Monsieur Adeyinka Félix, qui est membre du CANEA et expert en eau et assainissement, afin de nous dire au regard des actions qui sont menées sur le terrain par le CANEA, de sa connaissance du secteur, le regard qu'il porte en tant qu'acteur de la société civile sur l'évolution et le financement du secteur eau, hygiène et assainissement au Bénin. Monsieur Adeyinka, à vous. Bonjour Madame Pamela, bonjour tout le monde et merci de m'accorder la parole. Je voudrais pour rester dans la limite des 10 minutes, remercier l'UNICEF pour avoir initié une étude sur la situation de financement du secteur qui jette un regard cru sur le financement du secteur, un triptyque complémentaire indispensable à la santé, au bien-être et à la vie de la population, tout simplement. UNICEF est un des partenaires majeurs du sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement de base au Bénin. Je voudrais ensuite féliciter M. Aboubakari et M. Adam Lao pour leur présentation. Je m'en voudrais de ne pas reconnaître pour les féliciter la priorité accordée au secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement par le gouvernement et le ministère de l'économie et des finances, aussi bien dans leurs documents programmatiques que dans les allocations budgétaires depuis quelques années. Réaliser l'accès universel à l'eau potable en 2021, même reporté en 2025, était et reste une gageur, un défi osé, à la limite incroyable. Le penser, le programmer et faire la marche, c'est déjà la moitié du chemin. L'analyse budgétaire du secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement en 2021 qui a été réalisée par UNICEF est un outil d'appréciation de la situation du secteur par rapport aux engagements pris par toutes les parties prenantes, un outil de plaidoyer pour les organisations de la société civile et un réarmement pour les acteurs décisionnels et opérationnels. Vous avez écouté M. Aboubakari qui a dit la part du financement du secteur de l'eau qui s'est accrue de 3 à 5% entre 2017 et 2021
portant ainsi le taux de décès en eau potable de 42 à 70% et les défécations à l'air libre de près de 54% à 51% pour la même période. Le budget alloué à l'hygiène et l'assainissement est de 78 milliards, dont 49 pour l'eau et 28 pour l'assainissement, dont moins d'1 milliard pour l'assainissement de base référencé sur la cible 6.2 des ODD. La question qui se pose est, quels sont les indicateurs de l'assainissement pluvial et comment les mesurer dans le cadre des ODD? Le coût nécessaire à la réalisation de l'ODD 6 est estimé à 1 152 milliards. Les dépenses effectuées de 2017 à 2020 sont évaluées à seulement 103 milliards, ce qui laisse apparaître un gap de près de 1 000 milliards à 2 ans de l'échéance librement retenue par le gouvernement. Pour que la promesse soit tenue, il faudra faire une allocation budgétaire annuelle de 105 milliards en moyenne, rien que pour les cibles 1 et 2 de l'ODD 6. Au rythme actuel du financement du secteur, l'atteinte de la cible 6 de l'ODD, des ODD se fera dans 4 ou 5 ans après l'échéance prévue par le gouvernement, heureusement dans la limite de l'an 2030 de la communauté internationale. Malgré la qualité reconnue à l'étude, l'analyse est rendue inintelligible, sinon confuse, avec l'amalgame fait sur l'assainissement, compris à la fois comme assainissement de base, assainissement pluvial, gestion des eaux usées, des excréta, gestion des déchets. L'étude s'est correctement appesantie sur l'importance de l'assainissement de base, mais n'a pas pu l'isoler dans l'analyse budgétaire. Cet amalgame voulu ou incidemment entretenu crée de sérieux préjudices au secteur. Il ne permet pas une analyse comparative entre les pays, notamment dans les outils que la communauté internationale a mis en œuvre. Maintenant, pour qu'on puisse apprécier la situation, c'est le cas des comptes WASH, les GLAS et les Joint Monitoring Programmes initiés par l'OMS depuis un certain nombre d'années. Depuis 3 ans, il n'y a plus de données statistiques fiables sur l'hygiène et l'assainissement au Bénin. La communauté internationale distingue et sépare bien les lignes 6.1 eau pluviale, 6.2 hygiène et assainissement de base, 6.3 qualité de l'eau et des eaux usées, 6.4 utilisation et rareté de l'eau, 6.6 l'AGI et 6.6, pour ne pas trop citer, l'écosystème lié à l'eau. Et il permet de faire grossir le montant des allocations pour l'assainissement dans lesquelles l'assainissement de base ne reçoit qu'une portion congrue malgré toute l'importance qu'on lui connaît et qu'il revêt. Le ministère du cadre de vie et du développement durable a contribué pour 36% des allocations en hygiène, eau et assainissement en 2021 avec une dotation de près de 78 milliards correspond à 90% des allocations à l'hygiène et à l'assainissement. Regardez les chiffres. On dit bien que dans l'étude, nous avons près de 29% consacrés à l'assainissement et on met dans l'assainissement pluvial et qui n'est pas référencé dans les ODD, en tout cas pour l'ODD 6. Cet amalgame permet de dissimuler les insuffisances et l'instabilité du positionnement institutionnel de sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement. Qui peut dire aujourd'hui quel est le ministère de tutelle de l'hygiène et de l'assainissement pour que les finances, pour qu'on puisse faire des dotations budgétaires? Oui, ce que vous avez dit, ce que notre ami du ministère de l'eau, enfin le cadre de la DGO a dit, n'est pas conforme à la réalité. Parce qu'il y a eu un séminaire gouvernemental qui dit que désormais, l'assainissement de base n'est plus l'affaire du ministère de la Santé et que c'est l'affaire du ministère du cadre de vie et du développement, en charge du transport et du développement durable. Vous voyez cet amalgame qui fait que les budgets sont transférés sur des ministères qui n'ont pour les mettre en œuvre. Depuis 2021, nous n'avons plus un projet qui s'occupe de la fin de la défécation à l'air libre, un indicateur des eaux de l'ODD, de la cible 6.2 des ODD. Il n'y a rien pratiquement sur le terrain en dehors d'un projet que nous avons financé par les Américains et USAID qu'on appelle Mini Wash aujourd'hui.
Je ne voudrais pas aller plus loin puisque je vais répondre à des questions dans une compétition. Je dirais, rien ne sert de foncer au départ et de se fatiguer à quelque part de l'arrivée pour se faire dépasser par les autres. Le Bénin a librement choisi d'atteindre la scène universelle en 2021. On comprend qu'en raison de certaines difficultés, on ne puisse pas réaliser cela en 2021. C'est reporté à 2024. C'est reporté à 2025. Nous sommes en 2023 aujourd'hui. Les perspectives ne sont pas très reluisantes. Je vais terminer mes propos pour faire un encouragement au ministère, au gouvernement, pour dire il faut qu'on puisse redoubler d'efforts. Aujourd'hui, c'est 77 milliards qu'on met dans l'eau, l'hygiène et l'assainissement, assainissement compris comme tout, mais on voudrait que l'assainissement de base soit ciblé. On va donner beaucoup d'eau à la population. Les populations boiront de l'eau qui n'est pas propre tant qu'on ne va pas associer l'assainissement de base à tout ce qui se fait aujourd'hui. La victoire ne sera totale et utile que si l'homme est épanoui. Et l'homme ne peut être épanoui que si elle a la santé, s'il a la santé, et la santé s'obtient par une eau potable dans des situations d'hygiène et d'assainissement aussi acceptables. Je vais finir, si vous le permettez, si je suis encore dans le temps imparti, pour parler des collectivités locales. Là encore, l'amalgame fait que les dotations, les lignes budgétaires au niveau des communes, à travers les FAC, les plans d'hygiène et d'assainissement communaux, au lieu que ça serve à la construction de latrines institutionnelles, à la promotion de l'hygiène, ça sert surtout, dans le meilleur des cas, au ramassage des ordures, parce qu'on a mis ça dans l'amalgame. C'est prévu, on a lutté pour qu'on puisse avoir un livre budgétaire, mais on l'utilise pour autre chose autre que la fin de la défécation à l'air libre. Nous sommes en 2023. Vous pensez que près de la moitié de la population pratique encore la défécation à l'air libre et qu'aujourd'hui, nous n'avons aucun projet pour adresser cet important outil qui est de mettre fin à la défécation à l'air libre. Et pourtant, on veut être au rendez-vous de 2030 qui est sur la cible 6.2 de mettre fin, afin d'avoir un accès total et universel à l'hygiène et à l'assainissement avec une attention particulière aux filles, aux femmes et aux personnes en situation défavorisée. Voilà, le dernier point, c'est le point d'avoir une attention particulière aux filles et aux femmes. L'indicateur que nous sommes en train de retenir, c'est l'hygiène menstruelle. Je vous dis, aujourd'hui, il n'y a aucun programme, aucun, si ce n'est l'initiative de la première dame qui s'occupe de l'hygiène menstruelle. Il n'y a rien au ministère, de tous les ministères dont on dit qu'ils ont la charge de ce secteur, aucun programme gouvernemental pour adresser cet aspect-là. Je ne vous dis pas ce que nous perdons en matière de la scolarisation des filles. En milieu rural, les filles perdent 3 à 5 jours par mois en raison des difficultés qu'elles ont pour gérer leur menstrues. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Et pour revenir, il nous faut que les allocations budgétaires soient accrues, soient améliorées. Il faut que l'hygiène et l'assainissement reviennent au rang des priorités. Et quand je parle, moi, d'assainissement, je parle de l'assainissement de base. Qui est un parent pauvre, qui n'a pas de tuteur, qui n'a rien, parce que le séminaire gouvernemental qui a été réalisé, les conclusions ne sont pas partagées. On ne sait pas qui est responsable de ce secteur aujourd'hui. Voilà les points que je voulais partager à vous et je suis prêt à répondre aux autres préoccupations. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Adéika. Vous avez fait le tour des différents sous-secteurs. La question de l'hygiène est revenue plusieurs fois dans vos préoccupations. Et je vais à cette fois-ci laisser la parole à Madame Traoré, qui est spécialiste Watch à l'UNICEF. Allô, j'ai fini? Non, c'est pas fini, c'est Madame Traoré. Oui, Jeff, c'est bon pour vous. Nous avons laissé la parole à Madame Traoré, qui est spécialiste Watch à l'UNICEF, afin de nous dire, parce qu'on a beaucoup de reporters qui sont des jeunes. Oui, Monsieur Adéika.
Vous pouvez fermer votre micro en attendant qu'on ne passe à la page des questions. Oui, allô? Je pense qu'apparemment, il ne vous entend pas. Très bien. Donc, Madame Traoré, je vais vous laisser la parole pour partager avec nous comment agir en faveur de l'hygiène de l'assainissement au niveau des communautés. Merci à vous. Merci, Madame Pamela. Merci aux panélistes qui sont passés avant moi et merci aux jeunes, aux youth reporters et à tous les jeunes qui sont là présents. Et je pense que prendre la parole après tous ces exposés rend encore difficile ma tâche, mais je vais essayer d'aller très vite en 10 minutes pour pouvoir présenter un peu des actions clés. Je pense que M. Félix a déjà expliqué un peu les différents sous-secteurs qui existent et il est ressorti effectivement que le sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement de base est le secteur le plus financé, on peut dire. Mais la justification qu'on donne, c'est que au niveau d'abord du PAG, du programme d'action gouvernementale, ce volet n'est pas ressorti comme étant une priorité. Ce qui fait que c'est un peu difficile de pouvoir influencer et de pouvoir amener les allocations budgétaires vers ce secteur-là. Mais malgré cela, je pense qu'il y a des acteurs qui travaillent. Et M. Félix a dit, il y a l'USAID qui travaille en milieu urbain, mais en milieu rural, il y a des acteurs encore qui continuent de travailler tels que UNICEF à travers plusieurs partenariats avec les ONG. On travaille sur l'assainissement et l'hygiène de base. Et sur ce fait-là, on travaille plus sur des activités d'engagement communautaire. Et c'est là que les jeunes doivent jouer un rôle très, très important. Comme on dit, c'est des approches qui amènent les communautés à s'engager, telles que l'assainissement total piloté par la communauté, peut-être tout ce qui est assainissement communautaire. C'est basé sur la communauté elle-même, c'est basé sur les jeunes pour pouvoir amener la communauté à comprendre qu'il y a un problème et à travers leurs ressources propres, à pouvoir s'engager et à mettre en place des plans d'action communautaires pour pouvoir résoudre le problème. Parce que quand on regarde le code de l'hygiène publique, l'assainissement, comme je veux dire, l'assainissement et l'hygiène de base devient quelque chose d'individuel. En fait, c'est là au ménage de pouvoir se construire sur la latrine. L'État, dans nos pays, l'État ne vient pas peut-être pour construire la latrine. Quand tu construis ta maison, tu dois penser à construire peut-être une latrine. Donc, c'est en fait là, maintenant, tout ce qu'on entend de dire comme financement, c'est de pouvoir booster, pouvoir aider les ONG, aider les relais, aider tous les acteurs communautaires qui sont là très actifs, les associations de jeunes, de femmes, pour pouvoir en fait dérouler ces activités-là qui permettent en fait à la communauté de pouvoir prendre conscience du danger et de pouvoir élaborer son plan d'action qui va mettre en œuvre à partir de ses ressources propres. C'est pas quelqu'un qui va venir aider, mais c'est la communauté qui doit analyser la situation et c'est là que les jeunes doivent jouer un rôle. Donc, votre rôle, c'est d'accompagner ces communautés-là pour pouvoir s'engager et pouvoir être acteur du changement vous-même, en construisant sa propre latrine, moi-même, en tant qu'individu, en accompagnant ma famille à avoir accès à ces latrines-là. Je pense que ça, c'est un point très important en termes au niveau communautaire. Il y a aussi la question de l'accompagnement des communautés. C'est vrai qu'on a fait tout ce travail-là. Il y a beaucoup de communautés qui se sont engagées, qui ont construit des latrines par leurs propres moyens. On a vu que la durabilité de ces latrines-là pose problème parce que c'est des matériaux locaux qu'on a pris pour pouvoir construire ces latrines-là. Comment on accompagne ces jeunes-là, je pense que c'est là, ces communautés-là, c'est là que les jeunes peuvent jouer un rôle en tant que jeune assainissement comme domaine d'employabilité. Je sais que l'employabilité pose un problème beaucoup au niveau des jeunes. Pourquoi ne pas utiliser l'hygiène et l'assainissement comme étant pour faire de l'entrepreneuriat, par exemple? Moi, mon rôle, c'est de pouvoir mettre en place une boutique d'assainissement. Et c'est là qu'on appelle l'approche d'assainissement, pour pouvoir accompagner ces communautés qui ont pris l'habitude de construire des latrines précaires et d'utiliser les latrines. Et maintenant, pour pouvoir améliorer, ils ont besoin d'avoir du bien et des services, notamment des paquets de ciment, des fers à côté. Là, en tant que jeune, moi, je peux peut-être créer ma boutique pour pouvoir fournir ce service-là au niveau des communautés et leur apporter la communication. Les jeunes sont beaucoup dans les innovations et dans beaucoup de technologies, des innovations. On voit que vous pouvez nous aider aussi, pourquoi pas, à créer des modèles de latrines qui sont adaptés et qui sont à moins de coût pour pouvoir fournir toujours cette réponse-là à la communauté. Je pense que notre rôle en tant que jeunes, en tant qu'acteurs, c'est de pouvoir répondre aux problèmes de notre société. C'est de faire une analyse de cette société en matière d'eau, hygiène, assainissement ou même d'autres secteurs et de pouvoir porter la réponse à la communauté. Et là, je pense qu'on peut jouer un rôle très important en termes de jeunes, comment on arrive à avoir des innovations, des latrines, des dispositifs de lavage des mains innovants pour pouvoir répondre à la communauté, à la progression de la communauté.
Un troisième rôle, c'est au niveau de l'influence au niveau des communes. Vous êtes au niveau des communes. Les communes font leur revue budgétaire. Ils sont là, ils ne parlent pas de l'assainissement, ils ne parlent pas de l'hygiène, ils ne parlent pas de la question de l'eau, de la qualité de l'eau. Je mets ça dans l'hygiène, l'assainissement. C'est votre rôle, c'est si vous participez en tant qu'association, en tant qu'acteur de jeunes. Je vois que les jeunes participent beaucoup. On influence pour que tous les acteurs, presque à tous les niveaux, puissent permettre aux jeunes de participer à tous les débats. Vous aurez l'occasion de participer peut-être à ces débats-là, à ces discussions-là, c'est de pouvoir influencer pour penser, comme M. Félix vient de le dire, au lieu que l'argent soit utilisé pour faire des clôtures, c'est de faire peut-être plus de promotion, de faire des partenariats avec des ONG, c'est de faire des partenariats avec des ONG de jeunes pour aller vers les communautés, pour pouvoir faire des acteurs du changement, pour pouvoir mettre en œuvre ces approches-là, pour que la communauté puisse prendre conscience et les accompagner, pourquoi pas, pour pouvoir construire ces latrines au niveau individuel-là. Je pense que pour ne pas être très, très long, c'est ce que je peux dire en termes d'acteurs, d'actions que les jeunes peuvent faire au niveau communautaire, au niveau marketing, en termes d'employabilité, en termes d'accès aux services d'assainissement et d'hygiène, et puis aussi au niveau des communes. Donc, je ne sais pas si, peut-être après, avec les questions, on pourra répondre. Merci, Madame Pamela. Merci, Madame Traoré, pour ces pistes données aux jeunes pour pouvoir agir en faveur de l'hygiène et de l'assainissement dans leurs communautés respectives. Et donc, nous allons ouvrir la phase des questions-réponses. Nous disposons encore de 31 minutes puisque notre webinaire prend fin à 14h30. Et j'ai déjà une longue liste d'intervenants ici et je vais leur laisser la parole. Je vous prie vraiment d'être bref et concis, d'éviter les salutations, les remerciements, les félicitations aux panélistes afin d'aller directement à vos préoccupations. Alors, dans un premier temps, j'ai plus d'une dizaine d'intervenants, 14 personnes ayant levé la main. On va essayer de bien gérer le temps. En 30 secondes, posez votre question et laissez la parole à la personne qui suivra. Donc, je vais laisser la parole à M. Kodjo Emmanuel pour poser sa question. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette occasion que vous m'avez accordée. C'est Emmanuel Kodjo, le coordinateur du report Tango. J'ai bien. D'accord, merci beaucoup, Madame Pamela. Bon, ma question est celle-ci. Que fait le gouvernement en ce qui concerne la qualité de l'eau dans les zones reculées? En fait, il y a une présentation qui a parlé de ça. Je pense que c'est la présentation de M. Félix. La qualité de l'eau, c'est ça que nous voulons en fait. Moi, dans ma communauté, nous avons près de 10 châteaux d'eau, mais rien ne marche en réalité. Rien ne marche en fait. Ouais, donc nous misons quand même sur la qualité de l'eau. Sinon, c'est pas qu'il n'y a pas des constructions, des aérations se font, mais sa qualité, c'est que de l'eau que nous voulons pour quand même ne pas infecter la santé de la population. Maintenant, la dernière communication parlait de l'engagement des jeunes en fait. Moi, en temps, nous avons initié un projet qui s'appelle l'Afrique mobile dans notre communauté à Dango, c'était un projet quand même qui va faire recueil des déchets fécales en fait pour pouvoir nourrir d'autres fins en fait. Mais ce projet que nous avons réalisé, on a associé la mairie de Dango, mais rien n'a été en fait. Ouais, donc pour dire que la réaction des jeunes, nous travaillons, mais on n'a pas d'accompagnement. Il y a manque de soutien à notre niveau. Nos autorités ne nous comptent pas, en fait. Merci, M. Kodjo, on a compris. D'accord, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de questions, j'essaie de m'arrêter comme ça. Merci. Merci. M. Fadonoubo. M. Fadonoubo. M. Anator Francis. Monsieur Rouillet, vous pouvez également mettre vos questions. Si vous n'arrivez pas à activer votre micro pour poser la question, mettre vos questions dans le chat afin de pouvoir, on va les lire pour qu'il y ait des réponses à vos préoccupations. You report à Vrankou. Bonsoir, madame. Moi, c'est Thierry Quelqu'un. Ma question concerne un peu l'engagement des jeunes. Dans une communauté où les populations sont déjà habituées à prendre l'eau de puits qui leur satisfait bien à leur hygiène et autres, et aussi l'eau du marigot, comment pourrons-nous gérer la qualité de l'eau en tant que jeunes pour pouvoir
les orienter vers l'utilisation des pompes. Et comment la mairie pourra nous aider dans ce sens? Monsieur Faton. Okay, merci beaucoup. Ma question, c'est de savoir comment est-ce qu'il faut prévenir les maladies liées à l'eau et l'hygiène d'assainissement. Très bien. Merci, Monsieur Agbé. Faton, vous pouvez baisser la main. Monsieur Herman Toké. You report, Jija. Nous allons essayer de répondre aux premières questions qui ont été posées jusque-là. La dernière demande comment améliorer les maladies liées à l'eau dans les communautés. Je vais peut-être inviter Madame Traoré. Madame Pamela, excusez. D'accord. Oui, allez-y pour votre question. Alors, je parlais dans le fil. Je pensais que mon micro était allumé. Désolé. Bonsoir à tous. Je voulais savoir quelles sont les précautions que vous prenez dans les zones rurales, spécialement dans la vallée, quand nous prenons ces temps-ci où il y a trop de la crue. Quelles sont les précautions que vous prenez? Puisque les habitants de la ville et du village de Kessounou-Kheti, dans les zones de la vallée, souffrent énormément. Je voulais savoir, s'il vous plaît, quelles sont les précautions que vous prenez par rapport à l'eau. Je vous remercie. Très bien, merci pour votre question. Je vais laisser la parole puisqu'on a une série de questions. S'il vous plaît, madame, j'ai une question. Pour répondre à ces questions en attendant une deuxième vague d'intervenants. D'accord. Madame Traoré, il y avait la question par rapport à comment éviter les maladies liées à l'eau dans les communautés. Bon, ils sont là. Ok, merci. Je pense que peut-être que je suis allée un peu vite, mais c'est ce qu'on a dit, hein, c'est le changement de comportement. C'est de boire de l'eau potable et excusez-moi, allô, oui. Oui, c'est bon. Donc, je dis que c'est le changement de comportement en termes de pratique, notamment le lavage des mains au savon pendant les moments critiques, lorsque j'utilise des latrines, avant de manger, avant de toucher à tout aliment. Il y a ces pratiques-là. Il y a aussi la qualité de l'eau, boire de l'eau potable. L'eau au niveau des forages, au niveau des points d'eau du robinet, normalement, est de bonne qualité. C'est la manipulation au domicile qui pose souvent un problème. Et dans ce cas-là, il y a des méthodes qu'on dit traitement de l'eau à domicile avec des pastilles d'Aquatabs. C'est l'utilisation aussi effective des latrines. Je pense que tout notre travail en matière d'eau, hygiène, assainissement, c'est un peu ça. Et je pense que l'UNICEF accompagne le gouvernement. Les collègues de la DGO sont là, ils peuvent compléter. C'est vrai qu'ils se sont focalisés plus sur l'AGI, mais aussi la qualité de l'eau aussi fait partie. Je pense, et la qualité de l'eau. Je pense que c'est là maintenant. L'approvisionnement de l'eau en eau potable est plutôt peut-être la NAPEMER et la SONEB au niveau urbain. Donc, je pense que c'est tout ça, en fait. Au niveau communautaire, c'est vraiment d'utiliser de l'eau, pas de l'eau de surface, mais plutôt de l'eau au robinet et de faire pratique de la lavage des mains. En tout cas, changer de comportement, l'utilisation des latrines, éviter la défécation à l'air libre et plein d'autres choses. On a montré que les recherches ont montré que lorsqu'on arrive à faire ces pratiques-là, simultanément, ça réduit drastiquement les maladies, les épisodes de maladies diarrhéiques, tout type de maladies, et ça joue même sur la nutrition. Ça améliore la capacité intellectuelle de l'enfant, étant donné que le retard de croissance est évité.
Donc, il y a toutes des recherches autour de ça et je pense qu'on a intérêt vraiment à jouer. Quelqu'un disait que si on met beaucoup de financement au niveau de ces aspects-là, on va éviter beaucoup d'investissements au niveau de la santé. Merci à vous. Très bien. Merci. Mais il y a une question dans le chat qui demande comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de la qualité de l'eau. Pour ça, je laisse à la DGO. Oui. Merci. Je vais peut-être laisser la place. À la DGO, voilà. Donc, nous allons laisser la parole à la DGO, peut-être aussi à M. Adeinka, qui ici connaît pour nous en parler. Donc, la DGO, M. Adin-Lola, vous avez la parole. Beaucoup de questions liées à la qualité de l'eau. Oui, l'accès à madame. l'eau dans certaines communautés où il y a des forages, mais qui ne donnent pas de l'eau. Non, je crois que comme l'a dit madame déjà, hein, la plupart de ces préoccupations, c'est plus maintenant l'ANAEPM et le ministère, non, pas le ministère de la Santé, plutôt l'agence chargée de la qualité de l'eau, la NCQ. Donc, tout ce qui concerne la qualité de l'eau potable actuellement, c'est la NCQ qui s'en occupe. Mais nous avons un réseau de surveillance de la qualité de l'eau naturelle. Bon, la différence, ça dit toute eau normalement, mais l'eau potable à boire, c'est plutôt la NCQ qui s'en occupe. Donc, voilà ce que je peux dire. Alors, oui, bon, je vais demander à M. Félix Adeinka aussi peut-être d'essayer de répondre. Oui, il faut distinguer deux sources. Hein. Il y a l'eau urbaine et l'eau rurale. L'eau urbaine, c'est la SONEB. Je peux vous garantir à la date d'aujourd'hui que la qualité de l'eau de la SONEB, elle est relativement bonne. Ça peut changer de couleur. Il peut y avoir des trucs solubles, enfin, des trucs durs dans l'eau, dû aux travaux, aux réparations, mais l'eau de la SONEB, jusqu'à preuve du contraire, est relativement bonne. Pour l'eau rurale, c'est qu'il y a eu beaucoup d'opérateurs qui interviennent. Et il y a les PEA qui distribuent de l'eau, surtout dans l'OME, dans certaines parties du pays, on a fait l'enquête, c'est de très mauvaise qualité. Il y a des outils. La NCQ a l'obligation d'imposer aux producteurs d'eau et distributeurs d'eau le plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau, les PGSSE. Et ils font le contrôle. Malheureusement, ils n'ont pas de moyens pour faire les tournées, pour couvrir. Je crois en 2022, puisqu'on sort, il n'y a pas longtemps qu'on a sorti de la revue sectorielle, à peine ils ont fait 20% des choses qu'ils devraient faire parce qu'il n'y a pas de ressources pour aller contrôler l'eau distribuée sur toute l'étendue du territoire. Voilà encore une des difficultés que les acteurs rencontrent parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour faire leur job. Voilà un peu ma contribution, mais il s'efforce et la NCQ sera dotée de moyens très prochainement, c'est ce qu'on nous a dit, un siège, des outils, il y a des bailleurs de fonds qui sont prêts à les accompagner. La situation, en principe, doit s'améliorer dans les prochaines années. Monsieur Adeinka, merci pour les réponses apportées. J'ai une question dans le chat également. Alors, on demande que fait le gouvernement pour régler le problème de fracture en ce qui concerne la loi sur l'hygiène publique. Monsieur Adeinka, puisque vous en aviez parlé. C'est intéressant ça. Vous savez, la loi qui a été votée, qui a remplacé le code de l'hygiène est une loi, moi je dis une loi complète. Malheureusement, depuis que c'est voté, depuis que c'est adopté, les décrets d'application n'accompagnent pas. Et même le gouvernement, c'est pas la faute du gouvernement. Le gouvernement a demandé que cette loi, que tous les tests d'application soient pris. Malheureusement, il n'y a pas ces tests-là. Aujourd'hui, nous sommes encore dans l'impasse, mais un travail a été fait. Je crois qu'un comité a travaillé pour que les tests d'application soient, ils nous ont dit qu'ils sont presque à la fin, mais on constate que ce n'est pas signé, et tant que ce n'est pas signé, il ne peut pas mettre en œuvre. Moi, mais c'est un test aujourd'hui, si les tests d'application accompagnent, je pense que la situation va s'améliorer. Vous avez vu les gens qui se soulagent au bord des voies, il y a eu quelques tentatives de les arrêter, de les présenter au procureur, mais
il y a pas, c'est pas assis sur des tests légaux. On peut aller voir la loi cadre sur l'environnement pour pouvoir les punir. Et la nouvelle loi, qui est assez complète, peut régler un certain nombre de problèmes si on se l'approprie, si on se donne les moyens de mettre en œuvre, de mettre en application les tests, les tests qui vont avec. Et voilà ce que je peux dire. Et c'est pour vous dire, sur cet aspect-là, l'avenir est promettant, vu ce qu'on nous a dit, et nous sommes confiants que si on a les tests et que les acteurs chargés de sensibiliser, de sanctionner, font correctement leur travail, notre cadre de vie sera vraiment amélioré. D'accord, très bien. Merci, M. Adeinka. Il y a une question relative à l'inondation, à la crue qui s'observe par rapport à certains cours d'eau. Je ne sais pas si cela rentre vraiment dans le cadre de notre thématique, mais je vais quand même laisser la parole à monsieur Adam là-haut pour nous en dire quelque chose. Est-ce que c'est lié à l'eau potable? Est-ce que c'est lié à l'agir? Ou est-ce qu'il s'agit carrément d'autre chose quand on parle d'inondation, de crues et autres? Oui, madame. Bon, par rapport aux inondations, ce que la DGO fait, je sais que la DGO est dans un comité qui permet de prévenir ces inondations et qui émet des bulletins d'alerte à tout moment à l'endroit de cette population. Il y a aussi des comités au niveau local qui sont formés et qui sont informés aussi à tout moment de la montée des eaux. Donc, nous parlons ici du système d'alerte précoce. Et ça concerne plusieurs ministères, je crois le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Eau, et l'université aussi qui est dedans aussi, il y a l'Europe, ainsi de suite. Bon, maintenant, comme action à l'endroit de ces populations, puisque s'il y a inondation, la qualité de l'eau change immédiatement, et la population qui est là aussi a des besoins, il faut les déplacer, il faut les reloger ailleurs. Et là, donc, ça, c'est plus le gouvernement et c'est pour ça qu'on a la NPC, le ministère de l'Intérieur qui sont aussi associés par rapport à ce travail au niveau du comité. C'est ce que je peux dire, madame. Sinon, directement, la DGO, mener des actions, non. Mais plutôt au niveau du système d'alerte précoce, c'est-à-dire informer en émettant des bulletins d'alerte. Très bien. Alors, une question pour savoir, est-ce que l'agence chargée de la qualité de l'eau a des structures déconcentrées au niveau des communes? Oui. Il y a des structures déconcentrées qui, au niveau des préfectures, qui quand même accompagnent pour voir la qualité de l'eau. Ça, nous avons même des fermiers, pas des fermiers, disons des producteurs d'eau qui se rapprochent de ces structures pour le contrôle de la qualité d'eau qu'ils produisent et qu'ils vendent, les sachets, l'eau en sachet appelée pure water. Donc, c'est ce que fait au niveau déconcentré ces structures-là. Et je peux ajouter? Oui, monsieur Félix. Oui, monsieur Adeinka, allez-y. Non, je pense qu'il y a des insuffisances là. Il y a 2 décrets qui sont soumis à la signature du ministre depuis près de 3 ans pour réguler le secteur de l'eau embouteillée qu'on vend, qu'on appelle plus Wacha, ou même l'eau en sachet, qui ne sont pas signés pour réguler la situation. Ça, c'est dans le tiroir. On ne sait pas pourquoi ce n'est pas signé, ce qui fait que les gens, ceux qui vont faire le monitoring, n'ont pas d'outils pour travailler. Voilà encore un appel qu'on pourrait lancer à partir de cet exercice que nous venons de faire, que ces décrets qui régulent le secteur de l'eau embouteillée, de l'eau en sachet soit signé afin de permettre aux acteurs là d'avoir les outils juridiques pour travailler. Si vous me demandez est-ce qu'ils ont des relais, je ne suis pas sûr que M. Pouillon, qui est le spécialiste, puisse dire qu'ils peuvent s'appuyer sur d'autres structures pour faire le travail, notamment au niveau des DDS ou des zones sanitaires, mais ils n'ont pas de répondants directs. C'est eux-mêmes qui font la mission partout et ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas suffisamment de moyens pour faire le travail. Très bien. Merci beaucoup, M. Adeinka. Je vais revenir à Mme Traoré. Puisqu'elle a parlé de l'entrepreneuriat d'assainissement, il y a des questions relatives
à cela, est-ce qu'il est possible pour des jeunes d'écrire des projets, d'avoir du financement pour pouvoir contribuer à améliorer la question de l'hygiène et de l'assainissement dans leur communauté? Je prie les participants de bien vouloir fermer leur micro. Madame Traoré? Oui, je pense que c'est ça notre lutte. Je pense que c'est de ça que Félix parlait. Dans d'autres pays, il y a des fonds assainissement où les jeunes peuvent postuler pour pouvoir avoir des trucs. Mais au Bénin, on n'a pas ce type de financement-là. Et c'est là que je pense que cette discussion qu'on est en train d'avoir est la bienvenue. Nous, je pense que ça fait 4 ans que moi je suis là. On a toujours lutté pour que l'assainissement soit là, l'assainissement et l'hygiène de base soit là. Et quand on parle de programme, effectivement, c'est ce genre de programme. Le programme ne va pas seulement financer, mais le programme peut mettre en place des fonds assainissement qui peuvent permettre en fait aux jeunes là. On n'en a pas, je n'en connais pas, je sais pas, je parle sur le contrôle des collègues qui sont là aussi, des panélistes et du gouvernement qui est là, mais je n'en connais pas pour l'instant. Mais je pense que c'est notre lutte, c'est notre plaidoyer, c'est les jeunes qui peuvent exiger. Même au niveau des communes, malheureusement, il y a un cas où les gens ont fait quelque chose et la commune n'a pas soutenu. Mais je pense qu'il ne faut pas forcément compter sur la commune aussi. Peut-être c'est de faire un plan de financier. Si celui que je veux, le projet que j'ai mis en place est bancable, c'est-à-dire que ça peut permettre de pouvoir générer des ressources et que c'est finançable, c'est de s'approcher sur des petites institutions financières pour voir comment on peut avoir des financements pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que c'est pas pour pouvoir faire des choses et on peut aller vers les institutions financières, des microfinances et autres pour pouvoir le faire. Je pense que c'est des possibilités à pouvoir explorer. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Mais ce qui était plus simple, c'est que le gouvernement ait son fonds assainissement. Là, c'est moins contraignant. Ça ne veut pas dire que c'est le jeune qui va envoyer, il ne va pas mettre peut-être un plan d'investissement, il ne va pas avoir une garantie, mais ça se fait plus flexible que quand c'est une institution financière. Mais je pense que si on a un projet qui est vraiment très bon, qu'on va vers les institutions, ça peut vraiment passer aussi au niveau des choses. C'est ce que je peux dire comme élément. Merci. Très bien. Merci, Madame Traoré. Je vais revenir à Monsieur Adam là-haut. Une question, c'est de savoir quelles sont les conditions à remplir pour avoir une autorisation pour construire un forage à l'endroit des populations. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui que des particuliers ou des groupes d'individus construisent des forages pour les populations et quelles sont les conditions à remplir? Merci beaucoup, madame. Et votre question va être traitée en 2 volets. Il y a d'abord des réalisations de forages privés à domicile où il faut faire les déclarations, des réalisations de forages aussi toujours à domicile, à but lucratif, c'est-à-dire ceux qui font le commerce avec et qui vendent ou bien qui donnent aux locataires ou bien qui vendent aux gens dans le quartier. Ceux-là ont besoin d'autorisation. Il y a un certain nombre de documents qu'il faut présenter au ministre, c'est-à-dire il faut écrire au ministre pour dire que vous voulez une autorisation. Alors, si vous voulez faire don d'un forage maintenant à la population, à une population qui est en besoin d'eau et que vous voulez faire don d'un forage, ça, il faut avoir l'autorisation de l'ANAEPMR, puisqu'il s'agit là de l'eau potable à donner à une population. C'est l'ANAEPMR qui vous autorise si vous pouvez réaliser un ouvrage dans ce milieu-là. C'est-à-dire, ils vont tenir compte si eux, ils ont programmé déjà réaliser des ouvrages ou pas. Est-ce que là où vous voulez faire ça ne sera pas double financement, ainsi de suite. Donc, ils ont leurs critères qu'ils tiennent compte pour vous autoriser à réaliser dans le milieu. Merci beaucoup. Très bien, merci Monsieur Adalola. Je vais prendre quelques intervenants qui ont encore la main levée. Nous avons encore une dizaine de minutes pour les questions. Monsieur Toki Herman. S'il vous plaît, madame, vous avez dit que depuis les questions, on ne voyait pas l'écran. Oui, allô, bonsoir madame. Oui. Ok, merci. Je vais aller très vite. J'avais 3 questions, mais je pense qu'une question est déjà prise en charge. Je voudrais savoir quelles sont les actions en tant que report que nous pouvons mener pour rendre propre l'eau, pour le bien-être de nos jeunes frères dans nos communautés. Ici, à Misrete, chez moi, il n'y a pas de l'eau, SONEB, et quelles sont les actions que le gouvernement est en train de faire actuellement pour pouvoir promouvoir l'eau de SONEB dans notre milieu. Parce que c'est ça qui conduit aujourd'hui à creuser des forages et sans avoir d'autorisation. Merci. Très bien, merci. Je vais prendre une dame, Madame Edith Maouillon. Ok, merci. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'on est tous obligés de
c'est par rapport à l'engagement, en fait. Si déjà on est déjà engagé dans un autre domaine, par exemple, les ODD 4, par exemple, est-ce qu'il faut forcément ajouter, voilà, l'eau et l'assainissement? Il ne faudrait pas se limiter à un seul. Très bien, merci. Donc, je vais laisser on va répondre rapidement à ces deux questions. Sur la dernière question, je vais laisser la parole à Madame Traoré. Est-ce qu'il faut s'éparpiller dans son engagement ou bien rester concentré sur une seule thématique? Bon, je pense que l'analyse a montré que l'ODD 4 ne sera atteint sans l'ODD 6, sans l'eau. L'ODD 4, c'est quoi que vous allez impulser? Si vous êtes sur la qualité de l'éducation, si c'est sur l'environnement favorable, pour avoir une éducation de qualité, il faut que l'enfant soit dans un milieu où il y a l'eau, l'hygiène et l'assainissement. S'il n'y a pas d'eau, l'enfant risque de quitter l'école. Je pense que M. Félix l'a dit, s'il n'y a pas de latrine, la fille que tu entends d'accompagner en termes d'ODD 4 pour aller vers un système, s'il n'y a pas de latrine, elle va quitter. Si elle perd 2 heures, 3 heures pour la gestion, ou 2 jours, 3 jours pour la gestion de ses menstrues parce qu'il n'y a pas de latrine, elle va finalement quitter l'école et puis aller se retrouver ailleurs. Donc, ton objectif en matière d'ODD 4 ne sera jamais atteint tant que tu ne vas pas intégrer les questions d'eau, hygiène, assainissement. Donc, c'est ce que je peux répondre pour pouvoir répondre rapidement par rapport à ça. Donc, on peut se concentrer sur un seul ODD, mais il ne faut pas oublier les autres, tout ce qui peut contribuer à l'atteinte de mon objectif. Si tu en as l'opportunité, c'est de pouvoir faire un clin d'œil ou de faire un plaidoyer par rapport à l'atteinte. Et si on a dit qu'il y a une dizaine d'ODD, je pense que M. Mohamed l'a dit, il peut revenir là-dessus, il y a une dizaine d'ODD qui sont influencés par l'eau, hygiène, assainissement. Merci. Très bien. Merci, Madame Traoré. Je vais retourner à M. Adeinka sur la qualité de l'eau, notamment de l'eau pure water que nous consommons. La question revient encore. Est-ce que vous confirmez ou infirmez que l'eau est de bonne qualité? Ah non, je n'ai pas confirmé. L'eau qu'on vend dans les pure water machin n'est pas du tout de qualité. En tout cas, l'enquête a prouvé que 60, j'ai oublié le pourcentage, c'est dans les 60% sont de mauvaise qualité avec des germes pathogènes. C'est pas bon, pas du tout. Et il faut réguler le secteur. Donc, on retient. J'aimerais répondre à celui qui a parlé de misérité, l'eau dans cette... Oui, aujourd'hui, nous sommes... le gouvernement est autour de 75% ou 73% de couverture de décès en milieu rural. Et si vous voyez la planification qui a été faite sur papier, je vous assure que il y aura une couverture totale. Prenons même 2031, c'est bien planifié, c'est bien suivi. Et si on venait à réaliser ce qui est planifié, je pense qu'on ne va plus se plaindre. Le seul problème, c'est quand. L'eau n'est pas comme un tissu tigant pour dire, bon, si je ne porte pas aujourd'hui, je porterai demain. On a besoin d'eau tous les jours. C'est pourquoi on ne peut pas donner à 70% et dire aux 30% qui restent, attendez. Donc, il faut tout faire pour donner l'eau à tout le monde dans de bonnes conditions. Et c'est cela que je comprends ceux qui n'ont pas d'eau. Ce qu'il faut faire, c'est ceux qui distribuent l'eau à d'autres, au public, c'est ça qui intéresse le gouvernement. L'eau domiciliaire, il y a les Aquata, il y a d'autres produits dont je ne peux pas vous dire, je ne fais pas la publicité, mais il y a des trucs pour potabiliser l'eau. Je ne fais pas de publicité, mais ceux qui distribuent l'eau, on est tenu de regarder le produit qu'ils distribuent et donc de les suivre. Tout distributeur d'eau est obligé d'avoir son plan de gestion de la qualité de l'eau. Et si vous n'avez pas ça, c'est un frein. On peut fermer votre unité de production. C'est obligatoire de s'assurer de la qualité de l'eau que vous distribuez. Et c'est le rôle de l'ANSECU, malheureusement, qui n'a pas les moyens pour pouvoir quadriller le territoire national afin de garantir la qualité de l'eau que ces unités-là distribuent. Voilà. Très bien. Merci, M. Adeinka. Je vais retourner à M. Adam là-haut. Il y a des questions qui sont revenues sur une problématique. C'est celle d'existence de forages, d'existence d'ouvrages d'eau, mais qui ne fournissent pas l'eau aux communautés.
Qu'est-ce qui peut justifier ça? Oui, merci beaucoup, madame. Bon, des forages qui ne fournissent pas l'eau, je ne comprends pas très bien. Peut-être des ouvrages en panne ou peut-être des ouvrages qui ont fourni de l'eau en temps et le forage a tari, mais c'est un peu rare. Je voudrais que la personne reprenne la parole. Est-ce que c'était des ouvrages, ou bien c'est des ouvrages qui sont en panne ou comment? Je n'ai pas bien compris la préoccupation. Alors, je vais essayer, c'est beaucoup de questions qui sont revenues là-dessus. Je vais essayer de retrouver la question dans le chat ou si la personne est disposée à reprendre la question, à prendre la parole. Allô? Madame Oui, Pamela. Oui. Madame Pamela. Oui. Madame Pamela? Oui, oui. Oui, monsieur Alinka. La question est pertinente. Ce que nous remarquons depuis un certain temps, c'est que le taux de panne est en train de s'accroître. Le taux de panne des ouvrages. C'est dû essentiellement au fait que les collectivités locales se sont désengagées de la maintenance des ouvrages. Et pour des raisons objectives ou subjectives, mais elles se sont désengagées, ce qui fait que parce que ces collectivités locales ont laissé une partie de leurs compétences à l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Et voilà ce qui fait, il faut soulever cela pour que ça puisse être corrigé. Et théoriquement, c'est des ouvrages qui existent, mais qui ne faut. Je ne peux pas vous donner le taux. Je crois qu'à la dernière revue, le taux a été donné, mais je n'ai pas souvenir pour vous donner le taux. Il semble que c'est relativement important et qu'il faut tout faire pour que les collectivités locales soient remises dans leurs compétences, notamment pour l'entretien et la maintenance des ouvrages existants. Très bien. Merci à M. Adinka. J'ai retrouvé la question. Madame Pamela, Madame Pamela, vous me permettez? Dans ma commune, par exemple, nous avons des pompes, mais nous restons sans eau parfois pendant 2 à 3 jours. Quelles sont les causes? Monsieur Adanlao. D'accord, merci beaucoup. Je crois que j'ai mieux compris la question. Hein. C'est ça, M. Félix disait. C'est des ouvrages existants qui tombent en panne. Et ça, compte tenu des réformes en cours actuellement, sinon depuis 2017, les communes n'ont plus compétence de maintenir ou de réparer ces ouvrages en panne. C'est normalement l'agence. Mais je crois que depuis 2 ans, il y a des réhabilitations des FPM qui sont en cours, qui sont en train d'être réalisées par les communes elles-mêmes. En ce qui concerne les AEV, les adductions d'eau villageoise qui existaient en temps, des fermiers ont été désignés et ont en charge maintenant la maintenance de ces ouvrages-là. Et ce que je peux aussi dire, c'est que normalement, au niveau de l'agence, il y a un fonds qui est mis en place, je crois, d'ici là, un peu plus de 2 milliards, qui va servir quand même à réhabiliter ces différents ouvrages. L'étude diagnostique va démarrer aussi d'ici là, je crois, le bureau d'études IGIP qui a en charge le diagnostic a démarré le recrutement du personnel pour le diagnostic et pour la réhabilitation de ces différents ouvrages. C'est ce que je peux dire. Ça vient, mais c'est un peu lent, c'est tout. Et on ne peut pas attendre quand ça sera prêt pour boire l'eau. On doit boire l'eau tous les jours, comme le dit M. Félix. Et je profite pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour la population du Bénin. Merci beaucoup, madame. Très bien, merci, M. Adanlao. Je vais encore poser une question. Est-ce que les saisons n'influencent pas l'accès à l'eau dans certaines régions du pays? En termes de saison, madame, je crois que non, pour la majeure partie des ouvrages, puisque les ouvrages qui sont réalisés par l'État, bien sûr, les anciens ouvrages qui ont été réalisés par la Direction générale de l'eau et autres, sont des ouvrages vraiment qui répondent aux normes et qui doivent pouvoir vraiment donner l'eau normalement comme il faut. Mais nous avons des ouvrages qui sont réalisés par des ONG qui ne répondent pas du tout. Et qui peuvent tarir à tout moment. Mais les ouvrages qui ont été réalisés par les structures de l'État sont réalisés suivant les normes et doivent répondre à tout moment. C'est le problème de maintenance. Ça dit, quand vous avez un forage, il faut le système d'exor. Ça peut être une pompe à motricité humaine ou bien un système d'exor à partir d'un groupe électrogène et d'une pompe électrique. Donc, si le groupe électrogène est en panne et la maintenance n'est pas faite, ça ne pourra pas pomper l'eau pour envoyer au niveau du château d'eau pour donner l'eau à la population. Et si au niveau du système d'exor, tel que la pompe à motricité humaine, si une pièce est en panne et ce n'est pas réparé, ça ne va pas fonctionner.
Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ce type de panne que vous voyez au niveau des villages. Mais vous avez des forages que d'autres structures réalisent. On a plein d'ONG qui réalisent des forages aujourd'hui, ou quand ils le font 2 mois, 3 mois après, il n'y a plus l'eau. Là, ça, c'est la qualité de la réalisation des ouvrages. Merci beaucoup. Très bien, merci Monsieur Adam Lao. On est à 14h32, on a pris 2 minutes de plus que le temps prévu. Je vais vous laisser rapidement faire le dernier tour de parole. Donc, laissez la parole à Madame Traoré, ensuite Monsieur Adéinka, après Monsieur Adam Lao, et puis on va finir par Monsieur Aboubakari et clôturer notre... Donc, Madame Traoré, un dernier mot à dire à nos participants à ce panel par rapport à la question de l'eau, hygiène et assainissement dans leur communauté. Bon, je pense que c'est ce que je peux dire, c'est comme les changements climatiques, hein. Chacun peut jouer un rôle et sa partition pour pouvoir changer les choses. Si chacun essaie de pratiquer, et surtout les jeunes qui sont les acteurs du demain ou les adultes de demain, et changent de comportement réellement, arrêtent la défécation à l'air libre, pratiquent le lavage des mains, essaient de plus s'investir au niveau de la communauté, de sensibiliser au moins 10 personnes. Peut-être que chaque jeune peut s'engager à sensibiliser 10 personnes autour de lui et que chaque 10 personnes, 10 ménages puissent construire au moins des latrines. Je pense que ça sera quelque chose qu'on peut évaluer à la fin pour pouvoir s'assurer que quelque chose est fait. Donc, c'est comme les changements climatiques, chacun a sa part à jouer et si chacun joue sa partition. Et nous, on continue en tant qu'acteur PTF à accompagner les priorités en fait, du gouvernement, à continuer de faire le plaidoyer, à continuer aussi pour pouvoir vraiment améliorer la vie des enfants et des jeunes au niveau du Bénin. Merci. Merci, Monsieur Traoré. Monsieur Adéinka, votre mot pour Moi, clôturer ce webinaire. Remercier Social Watch, remercier UNICEF, remercier tous les participants pour leur contribution. Je constate que les questions portaient sur leur quotidien, leurs préoccupations et on a un peu occulté le financement. Quand même, c'est important. C'est le nerf de la guerre et qu'il faut qu'on puisse faire le plaidoyer ensemble, que les partenaires qui nous soutiennent puissent augmenter leurs contributions et que le gouvernement aussi, et si on vise l'échéance 2030, qu'on puisse augmenter le financement. Je voudrais faire un plaidoyer pour que l'assainissement de base soit une priorité et que, comme on a fait, on puisse peut-être à la limite créer une agence nationale pour la promotion de l'hygiène et de l'assainissement de base au Bénin. Voilà, et on n'a pas la prétention d'avoir répondu à toutes les questions, d'avoir touché tous les domaines de sensibilité sur la question. Et j'espère qu'on aura d'autres opportunités pour apporter nos contributions. Merci beaucoup. Merci, M. Adéinka. M. Adam Lao. M. Adam Lao, vous êtes avec nous? Alors, je vais aller à M. Aboubakari. M. Aboubakari, on vous a entendu au début, donc la fin, vous avez un mot à nous dire. On a parlé du financement, on a fait le tour d'horizon sur la question. Un mot de fin? Je pense que M. Aboubakari n'est plus avec nous. Pareil que M. Adam Lao, c'est l'occasion de les remercier pour leur contribution à ce webinaire à travers les présentations. Et dis merci également à M. Adéinka et à Mme Traoré. Merci à tous nos participants, notamment les éducateurs. Pamela, je suis là. Je voudrais juste remercier tous les panélistes et te remercier tous ceux qui ont bien voulu participer à ce webinaire et demander plus d'engagement donc de ces jeunes pour suivre, comme l'a dit M. Félix, le plaidoyer pour que vraiment l'hygiène et l'assainissement de base donc soient au cœur des prochaines priorités. On prendra ensemble un engagement, tout le monde, et partenaires et structures gouvernementales, avec donc l'engagement des jeunes. Je voudrais tout simplement dire merci à tout le monde. Ça fait au mois prochain pour le prochain webinaire.
Merci. Merci, M. Aboubakari. Donc, je disais tantôt aux participants que, notamment les reporters, que la documentation pourra partager avec leur coordonnateur afin qu'ils puissent le leur envoyer, puisque nous n'avons pas la possibilité à travers Google Meet d'avoir toutes les adresses mail de ceux qui se sont connectés de le leur envoyer. Et donc, ce webinaire sur l'eau, hygiène et l'assainissement prend fin. Au cours de ce webinaire, nous avons discuté du financement du secteur. Nous avons abordé les questions qui minent l'hygiène et l'assainissement dans nos communautés, notamment l'amalgame qui se fait entre l'hygiène de base, l'assainissement, la gestion des déchets solides. Mais on a également vu comment est-ce que chacun de nous peut s'engager au niveau de sa communauté afin de pouvoir apporter des changements de comportement en matière d'hygiène et d'assainissement et aussi d'accès à l'eau potable. Nous aurions compris que des efforts se font par le gouvernement pour pouvoir rendre l'accès à l'eau potable pour tous réel d'ici 2025. Et pour ça, il faut que nous puissions assurer la veille chacun à notre niveau afin que cela devienne réalité. Et pour les jeunes qui sont au niveau des communes, il faut pouvoir veiller au niveau des budgets à ce que les lignes qui sont dédiées aux questions d'hygiène et d'assainissement servent réellement à cela, mais également que les pannes qui s'observent pour que les ouvrages restent sans fournir d'eau aux populations, que des plaidoyers soient menés au niveau des autorités locales, des cadres des administrations communales pour que ces pannes-là soient réparées afin de fournir l'accès à l'eau aux populations en attendant que l'agence ne puisse mettre les forages en place, les réalisations en place pour fournir vraiment l'accès à l'eau potable en milieu rural à tous les Béninois. Donc, merci à tous pour votre participation à ce webinaire, qui est une série de webinaires, comme je le disais, qu'on a initié en vue de promouvoir la question de la budgétisation sensible aux enfants et notamment des questions liées au financement de différents secteurs. Merci à tous et rendez-vous pour le prochain webinaire qui portera sur la nutrition. Merci. Merci à tous. Merci, madame. Au revoir. Au revoir.